Chapitre 1. Le murmure derrière le rideau. Rue des Fleurs, Paris. À Quiet Prelude. La pluie tombait en filets délicats sur la ruelle pavée de la rue des Fleurs, adoucissant les contours du monde comme si un artiste céleste essuyait un dessin au fusain. C'était une rue empreinte d'élégance, bordée de façades art nouveau et parfumée du souffle invisible de fleurs invisibles. Derrière les volets clos, la vie chuchotait dans les rituels de l'intimité parisienne. Mais derrière le rideau de velours rouge du 17, le silence n'était pas seulement d'or, il était glacial. Madame Léo Fournier fut retrouvée morte un dimanche. La matinée avait commencé sans incident. Un laitier avait dévalé la rue en claquant des dents. Une jeune fille au foulard rouge avait ricané près du chariot du fleuriste. La vie avait continué comme d'habitude, jusqu'à ce que la femme de chambre, tremblante avec un plateau de café à moitié renversé, entre en titubant dans le salon et découvre sa maîtresse affalée sur le tapis persan, la tête penchée de façon anormale, un recueil de poésie encore ouvert à la main. « Poison ?» avait murmuré l'inspecteur Lefebvre 1 heure plus tard, regardant par-dessus le bord de son pince-nez, le front plissé. Ou peut-être une chute, mais le coup, il est brisé. Le médecin acquiesça, ou plutôt, il grogna ce qui, dans le cas du docteur Marchand, revenait au même. La façon dont son corps est allongé, comme si elle était assise, puis violemment tirée en arrière. Il tapota son cou fin avec une révérence chirurgicale. Quelque chose ne va pas. Le 17 rue des Fleurs avait toujours attiré l'attention. Son rideau cramoisi, luxuriant et théâtral, était devenu une légende locale. Il pendait à la grande fenêtre du salon comme un rideau de scène, suggérant que derrière lui se déroulait un éternel spectacle. Madame Fournier, élégante veuve d'un diplomate, vivait seule dans la maison, à l'exception de sa femme de chambre à temps partiel et de ses invités habituels. Un curieux mélange de personnes aisées, d'excentriques et de mystérieux. Parmi les invités de ce week-end particulier figuraient Georges et Lucille Valette, un charmant couple marseillais. Lui, un banquier au nez grec et aux mœurs vagues. Elle, une femme aux gants trop blancs et aux lèvres trop rouges. Mademoiselle Constance Harrow, une Anglaise avec l'allure curieuse de quelqu'un qui avait été gouvernante mais qui se prenait maintenant pour une romancière. Victor Duvin, un violoniste aux yeux noirs et à la main qui tremblait légèrement. André Morin, le filleul de Madame Fournier, un jeune homme pâle au silence maussade et possédant une collection d'épées antiques rares. Chacun était arrivé vendredi soir pour ce que Madame avait décrit, avec une certaine splendeur, comme un salon de l'esprit et de la musique. Le samedi s'était déroulé au son doux du piano, dans des débats plus vifs et à grand renfort de Madère. Personne n'aurait pu prédire que dimanche matin, Madame serait morte. Il n'y avait aucune trace d'effraction. Aucun cri n'avait été entendu. Les invités étaient tous dans leurs chambres respectives. Du moins c'est ce qu'ils prétendaient. Et pourtant, c'était Miss Harrow, sa voix mêlant excuse et précision, qui avait prononcé la phrase qui se révélerait la plus curieuse plus tard. « J'ai entendu quelqu'un chuchoter », dit-elle à l'inspecteur Lefebvre, serrant contre elle une tasse de thé intacte. Vers minuit, derrière le rideau. J'ai cru que c'était Madame qui récitait des poèmes. L'inspecteur avait froncé les sourcils. Madame Fournier était dans sa chambre à minuit. Le rideau ne cache que la fenêtre. Oui, répondit mademoiselle Harrow. Exactement. Le soir même, alors que la maison restait sous surveillance discrète et que les invités étaient priés, très poliment mais fermement, de ne pas partir, un télégramme fut expédié. À Hercule Poirot, 56, B. Whitehaven Mansion, Londres arrêt urgent mort non naturel de Madame Fournier. À Paris stop circonstances déroulantes. Arrêt veuillez avertir ou assister si possible. Arrêté. Lefebvre. Inspecteur. Paris Police. Hercule Poirot n'était pas à Londres lorsque le télégramme arriva. En réalité, il était déjà à Paris, savourant un petit déjeuner composé de brioches et de chocolat noir au café de la Cloche,
lorsque le billet plié fut délicatement déposé à côté de son café. Il l'a lu une fois. Il l'a plié une fois de plus. La veuve Fournier, murmura-t-il à haute voix. Hastings, de l'autre côté de la table, leva les yeux de son assiette d'œufs. Tu la connais? Poirot sourit sans chaleur. Autrefois, il y a bien longtemps, et quand une femme secrète meurt derrière un rideau rouge. Mon ami, c'est rarement une chose naturelle. Il s'essuya les coins de la bouche avec sa serviette et se leva. We go to rue des Fleurs. Au numéro 17, la tempête de questions attendait derrière le silence. Le rideau intact était suspendu comme toujours. Mais dans les plis du velours, Poirot allait bientôt découvrir un pli du temps, un murmure d'égarement, et peut-être la faible empreinte de la main d'un tueur. Chapitre 2. Une maison d'ombre. Le taxi noir s'arrêta au 17, rue des Fleurs, juste au moment où les nuages cédaient la place à un soleil ténu et hésitant. Hercule Poirot, impeccable comme toujours dans son costume gris tourterelle, en descendit avec la prudence d'un homme descendant sur une terre sacrée. Derrière lui, le capitaine Hastings le suivait, l'air perplexe, un petit carnet déjà à moitié rempli d'observations. La maison se dressait modestement mais fièrement, son balcon en fer forgé ondulant comme une calligraphie, ses fenêtres closes sauf une, celle derrière le fameux rideau rouge. Le tissu était maintenant étrangement immobile, son allure théâtrale contrastant avec le voile de mort qui pesait sur la rue. L'inspecteur Lefebvre les accueillit à la grille, grand, grisonnant, emmitouflé dans un épais manteau malgré la chaleur de la journée. Il tendit une main gantée, l'air d'un homme qui avait déjà décidé que l'affaire était loin d'être simple. « Merci d'être venu si vite, monsieur Poirot. J'espère que votre traversée du fleuve n'a pas été trop éprouvante ?» Poirot esquissa un mince sourire. « Un homme habitué à traverser les frontières, mon ami, n'est pas gêné par la scène. » Il se tourna vers la maison. « Alors, vous avez gardé les invités à l'intérieur ? » ?»« Oui, tous. J'ai dû faire preuve de délicatesse. On ne confine pas des personnes d'un certain rang social sans les offenser. Mais j'ai été clair. Personne ne part tant que nous ne sommes pas satisfaits. »« Bon, dit Poirot. Maintenant racontez-moi tout. La scène du crime, les positions, la chronologie, et surtout que vous dit votre instinct, inspecteur. » Lefebvre soupira. « Mon instinct me dit que la réponse évidente est la mauvaise. » La moustache de Poirot tressaillit d'un air approbateur. À l'intérieur, la maison était un tombeau opulent. Le salon sentait encore légèrement le lys et la poudre. La lumière du soleil filtrait à travers le rideau rouge, teintant la pièce d'une couleur de sang. Poirot resta immobile un long moment, laissant le silence s'abattre sur lui comme de la poussière. « C'est ici qu'elle a été trouvée ?» demanda-t-il doucement. Lefebvre hocha la tête. « Ici, sur le tapis, la tête tordue, le cou brisé. Le médecin dit que c'était une fracture nette, pas une chute. Plutôt, il hésita. Plutôt quelqu'un qui l'a violemment tiré en arrière. » Les yeux de Poirot scrutèrent à la pièce. Aucun signe de lutte ? Aucun. Aucun objet déplacé. Aucune ecchymose, hormis au cou. Elle tenait un livre, Ronsard, ouvert à un poème d'amour. Poirot s'agenouilla près du tapis, traçant des lignes invisibles dans l'air avec un doigt ganté. « Elle attendait quelqu'un, dit-il. Ou plutôt, elle était à l'aise. » On ne lit pas de poésie à voix haute pour un cambrioleur. Lefebvre pencha la tête. « Comment as-tu su qu'elle l'avait lu à voix haute ?» Poirot désigna la table basse. Là, un verre de lait chaud, à moitié bu, une paire de lunettes de lecture, et voyez, le dos du livre était trop courbé. Elle le lisait avec intensité, probablement en train de réciter. La servante l'entendait souvent, n'est-ce pas ? Lefebvre cligna des yeux. « Comment ?» Poirot l'interrompit d'un petit geste de la main. « Et maintenant, examinons ce rideau. » Le fameux rideau. Le tissu était épais, théâtral, d'un autre temps. Poirot le tire doucement sur le côté et examine la fenêtre derrière.
Hastings se pencha, les sourcils froncés. « C'est verrouillé, » remarqua Hastings. « De l'intérieur. »« En effet, » murmura Poirot. « Et pourtant, la femme de chambre a dit que le rideau se balançait quand elle est entrée, n'est-ce pas ?»« Oui, » dit Lefebvre. « Elle a parlé d'un mouvement, comme si quelqu'un s'était glissé derrière. Mais nous n'avons trouvé personne. » Poirot fouilla dans les plis profonds du rideau et en sortit quelque chose de petit. Un fil. Non, pas un fil. Un simple fil sombre cheveux. Il l'a tenu à la lumière. Dit-il, voilà qui est très intéressant. En milieu de matinée, Poirot avait réuni la maisonnée dans la salle à manger, une salle majestueuse avec des chaises à haut dossier et des portraits à l'huile qui observaient la scène tels des jurés silencieux. Les invités semblaient naturellement ébranlés. Lucille Valette s'essuya les yeux avec un mouchoir en dentelle, son parfum flottant trop lourdement dans l'air. Son mari, Georges, fixait son café d'un air maussade, évitant le regard de tous. Victor Duvin était assis, raide, ses doigts martelant la table polie d'un rythme irrégulier. Les mains du violoniste étaient nerveuses, mais élégantes, et Poirot remarqua qu'il portait des gants à l'intérieur. Mademoiselle Constance Haraud, pâle mais posée, serrait son collier, un médaillon en argent, sans doute sentimental, et jetait des coups d'œil vers la fenêtre. On apercevait le rideau rouge d'ici, et André Morin, le filleul, était assis, affalé, les bras croisés, un air renfrogné gravé sur son visage juvénile. Il y avait quelque chose d'amer dans son silence, non pas du chagrin, mais du dédain. Poirot prit place à la tête de la table, joignit les doigts et commença. « Mesdames et messieurs, dit-il d'une voix calme et claire, je comprends que ce soit une période très difficile. La mort de Madame Fournier vous a tous bouleversés, mais je vous demande de me permettre quelques questions simples. La vérité, même douloureuse, doit être révélée avec précision. » Il se tourna vers Lucille. « Madame Valette, où étiez-vous entre 11h et minuit ?» Lucille cligna des yeux. « Dans ma chambre, en train de lire. » Georges dormait déjà. Son mari grogna. « Je prends du somnifère. Tous les soirs. Elle le sait. » Poirot se tourna vers Miss Haraud. « Et vous, mademoiselle ? J'ai entendu quelqu'un chuchoter, » dit-elle d'une voix encore légèrement incrédule. « J'ai tout dit à l'inspecteur. Je n'ai pas compris, c'était juste une voix douce, presque celle d'un fantôme. » Poirot ne dit rien, il hocha simplement la tête. Il regarda André. « Et vous, monsieur ?» André haussa les épaules. « J'étais à la bibliothèque. Je lisais une lettre. De mon avocat. Pouvons-nous voir cette lettre ?» Il hésita. « C'est privé. » Les yeux de Poirot se rétrécirent légèrement. « Et vous, monsieur Duvin ?» Le violoniste soutint le regard de Poirot avec un sourire forcé. « J'écrivais de la musique, dans ma chambre. Je peux te montrer la partition. »« Plus tard, » dit Poirot d'une voix doucereuse. « Maintenant, dites-moi, quelqu'un est-il entré ou sorti de la maison hier soir ? Quelqu'un d'extérieur à votre groupe ?» Un silence s'installa dans la pièce, et puis Miss Haraud a parlé. « Eh bien, oui, il y avait un homme. Toutes les têtes se sont tournées. Un visiteur, demanda Poirot, le regard soudain perçant. Il n'est pas entré. Je l'ai vu de la fenêtre de l'étage, debout de l'autre côté de la rue. Grand, chapeau bas, juste en train de regarder. » Poirot se leva lentement. « Alors, mademoiselle Haraud, je pense que nous allons faire une petite promenade. J'aimerais admirer la vue depuis votre fenêtre. » Dehors, les nuages revenaient. Depuis la chambre d'amis à l'étage, Poirot se tenait à côté de Miss Haraud et regardait à travers la vitre. De l'autre côté de la rue se dressait une boutique de tailleur aux volets fermés. L'étalage était statique, des mannequins poussiéreux en cravate. Mais le regard de Poirot ne s'arrêta pas là. Il se lève. Là, une fenêtre, légèrement entr'ouverte, à peine perceptible. Il sourit. « L'homme que vous avez vu, mademoiselle, il ne se contentait pas d'observer. Il attendait. » Miss Haraud se tourna vers lui, surprise. « Pourquoi »
Poirot ne répondit pas immédiatement. Il se détourna de la fenêtre et tira doucement le rideau à côté. Velours rouge, pas aussi riche, pas aussi grandiose, mais familier, identique en fait au rideau du salon. « La rue des Fleurs », dit doucement Poirot, « a plus d'un rideau rouge, et je crains que celui-ci ne cache lui aussi des secrets. » Chapitre 3. Le rideau de l'autre côté de la rue. Le lendemain matin, une épaisse brume se leva, cette sorte de brume pâle et grise qui persistait dans les poumons et semblait étouffer non seulement les sons, mais aussi les intentions. Au 17 rue des Fleurs, Hercule Poirot se tenait devant le portail, sa canne tapotant légèrement les pavés. Hastings le rejoignit, jetant un coup d'œil à la modeste maison de ville de l'autre côté de la rue. « Vous pensez que l'homme que Miss Harrow a vu se cachait là-dedans » demanda Hastings. Poirot hocha la tête d'un air mesuré. « Mais bien sûr, mon ami. Imaginez, une invitée prétend avoir vu une silhouette surveiller la maison peu avant le meurtre de Madame Fournier. Cette même invitée ne sait pas, du moins c'est ce qu'elle prétend, si elle l'a vue à l'intérieur ou à l'extérieur du rideau. Et de l'autre côté de la rue, on découvre une fenêtre entr'ouverte, avec un rideau de velours rouge identique. Ce serait absurde. Passe pour enquêter. Le bâtiment en question était étroit et haut de 3 étages. L'enseigne défraîchie au-dessus de la porte indiquait « Maison Tisserand, tailleur depuis 1891 ». La boutique du tailleur avait visiblement connu des décennies plus fastes. La peinture s'écaillait du chambranle, et le heurtoir en laiton était devenu terne à force d'être négligé. Pourtant, lorsque Poirot frappa doucement, un bruit de pas traînants retentit à l'intérieur. Un homme âgé ouvrit la porte. Ses yeux étaient laiteux à cause de la cataracte, mais sa voix restait sèche. « Oui, qui est-ce ? Nous sommes fermés. Définitivement, probablement. » « Pardonnez-moi cette intrusion, » dit Poirot d'une voix doucereuse. « Je m'appelle Hercule Poirot, et voici le capitaine Hastings. Nous enquêtons sur un décès des plus regrettables juste en face, au numéro 17. » Le vieil homme fronça les sourcils. « Ah, la maison Fournier. Oui, oui, cette pauvre femme. J'ai entendu. Vous dites qu'elle était morte ?» Poirot hocha lentement la tête. « En effet. Et j'ai des raisons de croire que quelqu'un a pu observer sa maison depuis ce même bâtiment. Serait-il possible, monsieur, d'entrer et de lui poser quelques questions ?» L'homme hésita, puis ouvrit la porte plus largement. À l'intérieur, la boutique dégageait une impression de grandeur désuète. Des rouleaux de tissu ramassèrent la poussière, et un portant de costume, autrefois impeccable, s'affaissait sous l'effet du temps. Un comptoir en bois abritait une vieille caisse enregistreuse et un registre fissuré. Le seul élément moderne était un verrou récemment installé sur la porte arrière. « Je suis Léon Tisserand, » dit l'homme en s'installant dans un fauteuil grinçant. « L'atelier de mon père et celui du sien avant lui. Je ne coupe plus, vous comprenez ? Arthrite. Mais je dors en haut. Surveillez bien. »« Louez-vous une partie de la propriété ?» demanda Poirot. Tisserand hocha la tête vers le plafond. « Au dernier étage. À un jeune homme. Un type tranquille. Rarement à la maison. Toujours avec des gants. Vous connaissez le genre. » Poirot et Hastings échangèrent un regard. « Est-ce qu'il a un nom ?» demanda Hastings. « Gaspard, » dit le vieil homme. « Il ne donne jamais son nom de famille. Payez 3 mois d'avance. Il est discret. » « Est-il à la maison maintenant ?»« Non. Je n'y suis pas retourné depuis samedi. Je suis revenu brièvement hier soir. J'ai entendu des pas. Vers 11 heures. » Le regard de Poirot s'éclaircit. « Tu es sûr de l'heure ?» J'écoutais la radio. L'heure du jazz venait de se terminer. « Pourriez-vous nous permettre d'examiner sa chambre ?» Tisserand hésita, puis hocha la tête d'un air las. En haut de l'escalier étroit. Première porte à gauche. La chambre était spartiate mais étrangement soignée. Un lit simple en fer, un petit bureau et une malle verrouillée au pied de la table. Sur le bureau se trouvait un stylo-plume, un jeu d'échecs à moitié terminé dans un magazine et une photo de femme dans un cadre argenté. Poirot la ramassa avec précaution. Madame Fournier. Elle était plus jeune sur la photo.
souriante dans un jardin ensoleillé, les cheveux attachés par un ruban. L'expression de Poirot changea, non pas de surprise, mais de regret. Elle représentait quelque chose pour lui, murmura Hastings. Ou alors il représentait quelque chose pour elle, répondit Poirot en posant la photo. Et pourtant, il se cache de l'autre côté de la rue et l'observe par la fenêtre. Il s'approcha du rideau, identique par sa couleur et son épaisseur à celui du salon de Madame Fournier, et l'ouvrit. La vue sur le numéro 17 était directe et dégagée. Poirot tire lentement le velours rouge entre ses doigts. Un homme n'observe pas ainsi une femme qu'il aime, à moins de la craindre, ou de l'envier, ou de vouloir l'arrêter. À la base de la tringle à rideau, quelque chose attira son attention, une simple épingle droite encastrée dans le bois, étrangement placée, exprès. Poirot l'enleva et étudia la petite tache de cire au bout. Il ne dit rien, mais ses yeux brillaient. De retour au numéro 17, Lefebvre arpentait le salon. Aucun des invités n'a tenté de partir, rapporta-t-il, bien qu'André Morin ait exigé d'appeler son avocat, et que Madame Valette ait été très explicite sur les conditions de détention. Poirot répondit par un hochement de tête distrait. « Inspecteur, dit-il doucement, je dois demander un mandat de perquisition pour le dénommé Gaspard. Il habite de l'autre côté de la rue, et il connaît bien Madame Fournier. » Lefebvre semblait sceptique. « Sur quoi ?» Poirot brandit la photographie. « Leur lien est clair, leur mobile ne l'est pas encore. Mais accordez-moi un peu de temps. La vérité a tendance à se révéler lorsqu'on souffle doucement sur la poussière de la tromperie. » En fin d'après-midi, les invités s'étaient à nouveau réunis dans la salle à manger à la demande de Poirot. « Je vous demande quelques instants de plus, » dit-il poliment. « Il y a des fils, disons, qui nécessitent d'être alignés. » Il se tourna vers Miss Harrow. « Mademoiselle, pourriez-vous nous montrer votre médaillon ?» Elle cligna des yeux. « Mon médaillon ? » ?»« Oui, simplement pour observation. » Avec une réticence évidente, elle le dégrafa et le plaça dans sa main. À l'intérieur se trouvait le petit portrait d'une enfant, une fille, aux yeux bleus, souriante. Poirot hocha la tête. « Elle est à toi ?» Mademoiselle Harrow hésita. « Ma sœur, elle est morte jeune. Je la garde près de moi. » Le visage de Poirot s'adoucit. « Merci. J'ai une dernière question. Quand vous avez vu l'homme de l'autre côté de la rue, a-t-il bougé ? » ?»« Non. Il était parfaitement immobile. Il portait un long manteau et un chapeau enfoncé. Je distinguais à peine son visage. » « Est-ce que ça aurait pu être quelqu'un de la maison ? » ?»« Je ne pense pas, mais peut-être. » Poirot se tourna ensuite vers Victor Duvin. « Vos mains, monsieur. Vous portez des gants à l'intérieur. » « Une habitude inhabituelle ? » Le violoniste rougit. « J'ai de l'eczéma. Les gants m'aident. » Poirot ne dit rien mais se détourna. Il se dirigea vers la fenêtre, regarda une fois de plus le rideau rouge, puis se retourna lentement vers le groupe. « L'un d'entre vous, dit-il doucement, sait pourquoi Madame Fournier est morte. » Lucile haleta. André se moqua. « Mais, ajouta Poirot, peut-être qu'aucun d'entre vous ne le sait comment. » Il a croisé les mains. « J'ai l'intention de le démontrer bientôt. » Cette nuit-là, longtemps après que le silence se fût installé dans la maison, Poirot était assis seul dans le salon. Un petit feu crépitait dans l'âtre. Il fixe le rideau, puis l'écarta. Il murmura dans la pièce vide. « Tu as vu quelque chose, n'est-ce pas ?» Le silence répondit. Poirot fouilla dans sa poche et en sortit l'épingle tachée de cire. Quelqu'un s'en est servi, pour maintenir le rideau fermé, pour contrôler ce qui était vu, ou non vu. Une ombre se déplaça dans le couloir. Poirot ne leva pas les yeux. « Tu peux entrer maintenant, Hastings. » Son ami entra, le visage pâle, tenant une enveloppe. « Ce colis est arrivé par coursier. » Pas d'adresse de retour. Poirot l'ouvrit et lut la note. Son front se fronça, puis se releva. « Eh bien, dit-il doucement, on dirait que le jeu commence à se jouer tout seul. »
Il plia la lettre et la posa sur la cheminée. Son contenu est le suivant. Elle allait tout dire. Je ne pouvais pas la laisser faire, mais je ne l'ai pas tuée. Je le jure sur ma vie. Chapitre 4. Les secrets de la cire et de l'encre. Au matin, l'ambiance au 17 rue des Fleurs était devenue âpre et cassante. Les invités ne s'attardaient plus dans les salons communs, ni n'échangeaient de plaisanteries. La suspicion, autrefois brumeuse, s'était muée en silence. Poirot le remarqua avec l'air calme d'un botaniste observant l'éclosion d'une fleur vénéneuse. Le petit déjeuner fut servi avec raideur. Personne ne toucha au croissant. Seul le couteau à beurre bougea dans la main tremblante de Victor Duvin, qui ne s'arrêtait pas. Dans le silence, Poirot se tourna vers l'inspecteur Lefebvre. « Dites-moi, vos hommes ont-ils retrouvé Gaspard ?» Lefebvre secoua la tête, les lèvres pincées. « Disparu, disparu. La propriétaire prétend qu'il est revenu brièvement la nuit du meurtre, mais depuis, plus aucun signe. Nous avons alerté les autorités frontalières. » Poirot soupira, non pas de déception, mais de confirmation. « Il ne sera pas facile à trouver. » « Pas encore. » Hastings, assis à côté, se pencha en avant. « Mais vous avez dit qu'il observait Madame Fournier, et il avait sa photo. » Poirot hocha la tête. « Oui, et il avait un mobile, je crois. Mais pas l'occasion. » Lefebvre haussa un sourcil. « Alors, qui soupçonnez-vous » Poirot se leva de sa chaise. « Je soupçonne, dit-il, doucement, que la réponse ne se trouve pas dans les rues de Paris, mais entre les murs de cette maison. Et plus précisément, dans une conversation qui n'était pas censée être entendue. » En milieu de matinée, Poirot retourna au salon et examina une fois de plus le rideau de velours rouge. Ses doigts parcoururent le bord intérieur où il avait trouvé l'épingle. Il remarqua alors, avec une extrême attention, une légère trace près de l'ourlet, invisible à moins de savoir regarder. « De la cire, » dit-il à voix haute. Il a appelé Hastings. « Voyez-vous cette marque ici ? Une traînée, faible, translucide, comme le reflet d'une bougie. » Hastings se pencha. « Oui, mais comment la cire de bougie a-t-elle pu atterrir sur le rideau ?»« Ah !» sourit Poirot, « mais ce n'est pas la bonne question. La meilleure est, qui l'a placée là délibérément ?» Il se tourna vers le buffet et examina les bougeoirs en argent. L'un d'eux était légèrement désaligné. Il le souleva. Sous sa base, un morceau de vélin fin, recourbé et brûlé à un coin. « Caché, » murmura Poirot. « Pas détruit, juste caché. » Il le déplia avec délicatesse. C'était un extrait d'une lettre, visiblement arrachée à une page plus longue. L'encre était passée, mais lisible. « Ne peut plus te protéger. Si tu insistes pour que cela soit rendu public, tu dois te préparer aux conséquences. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais la vérité ne restera pas enfouie éternellement. » Hastings le fixa. « Gaspard ?» Poirot hocha la tête, mais ses lèvres étaient pincées pensivement. Ou quelqu'un qui voulait nous faire croire cela. Plus tard dans la journée, Poirot mena sa nouvelle série d'entretiens, plus subtile désormais, plus psychologique. Il commença par Victor Duvin, invitant le violoniste dans le bureau. « Vos mains, monsieur, » dit Poirot, « tremblent encore ?» Victor hocha la tête, honteux. « Oui, un problème temporaire. Cela a gâché mes performances. Et vous connaissiez bien Madame Fournier ? On s'est rencontrés par des amis. Elle tenait un salon, vous savez. Elle adorait la musique. Elle s'était gentille avec moi, autrefois. » Poirot ne dit rien, observant simplement la façon dont les doigts gantés de Victor se tordèrent sur ses genoux. « Est-ce qu'elle s'est déjà confiée à toi ? A-t-elle parlé de secrets ?» Victor leva brusquement les yeux. « Quel genre de secret ?» Le regard de Poirot était froid. « Ceux qui impliquent la confiance ou la trahison. » Le violoniste ne répondit pas. Poirot a ensuite parlé avec Lucille Valette, la trouvant dans le salon en train de tamponner du parfum sur ses poignets. « Une période difficile, madame ?» Elle exhala la fumée d'une fine cigarette. « On peut dire ça. Une maison pleine de nervosité et de jugement, et une femme morte dans la pièce d'à côté. » Le ton de Poirot était doux. « Vous parlez sans affection pour madame Fournier. »
Lucille rit doucement. Elle avait une façon particulière de regarder les gens, comme si elle savait déjà le pire à leur sujet. Et savait-elle le pire à ton sujet? Lucille croisa son regard, les yeux brillants. Elle le pensait. Mais je lui ai dit que les ragots peuvent être dangereux, surtout quand on les murmure derrière un rideau. Poirot se pencha. Étiez-vous la dernière personne à lui avoir parlé, madame? Lucille a écrasé la cigarette dans le cendrier. Non, dit-elle, mais j'ai peut-être été la dernière à menacer son. Cet après-midi-là, Poirot reçut un visiteur. C'était Marcel Fournier, le frère du défunt mari, un universitaire grisonnant à la toux légère et au regard froid. Lefebvre l'avait fait venir de la campagne. Il est venu porteur d'informations. « Mon frère est mort il y a 12 ans, dit-il en s'installant lourdement dans le fauteuil. Et Léonie, Madame Fournier, a changé après sa mort. Elle n'était plus seulement une hôtesse. Elle s'est mise à collectionner des secrets, des lettres, des confessions. C'est devenu une sorte d'obsession. » Poirot hocha la tête. « Elle a parlé de dénoncer quelqu'un? » ?»« Oui. Elle me l'a dit il y a une semaine, autour d'un thé. Elle avait enfin décidé de me révéler ce qu'elle appelait le fardeau. Elle n'a pas voulu dire de quoi il s'agissait, mais elle a dit que cela ruinerait au moins une vie dans cette maison. » Les yeux de Poirot s'illuminèrent. Alors, elle invitait les avoir ici délibérément? Je crois que oui. Il s'arrêta. C'était une femme prête à détruire quelqu'un. Et quelqu'un peut-être l'a détruite en premier. La nuit était tombée à nouveau. La ville resplendissait du silence doré de cette fin de soirée. Dans le bureau, Poirot était assis devant une collection d'objets. Le fragment de lettre, l'épingle en cire, la photographie et un nouvel ajout, un programme de théâtre déchiré. La comédie française datée de 3 ans auparavant, trouvée dans la chambre d'André Morin. Au dos, écrit d'une écriture précipitée. Rue Blanche, le studio. 20 hours. Personne d'autre ne doit le savoir. Poirot tapota ses doigts l'un contre l'autre. Un rendez-vous. Un lieu secret. Un atelier d'art, peut-être. Il s'est levé. « Hastings, dit-il. Nous allons rue Blanche. » Ils arrivèrent peu après 9 heures. Le studio était niché entre une galerie aux volets fermés et un atelier de réparation de vélos. Les fenêtres étaient tapissées de papier, mais une faible lumière brillait à l'intérieur. Poirot frappa. Une jeune femme ouvrit la porte. Cheveux auburn, maquillage sur les joues, expression surprise. « Oui ?» Poirot s'inclina légèrement. « Pardon, mademoiselle. Nous cherchons des informations. Au sujet de Madame Fournier. Vous la connaissiez ?» La jeune fille hésita, puis hocha la tête. « Elle venait ici. Pour voir mon mentor. Mais il est parti. Et a-t-elle rencontré quelqu'un ici? Peut-être en secret. » Une autre hésitation. Elle a rencontré un homme. Pas un artiste. Plus âgé. Élégant. Il portait toujours des gants. La voix de Poirot s'adoucit. « As-tu déjà appris son nom ?» Elle hocha lentement la tête. « Georges Valette. » Lorsque Poirot et Hastings se revinrent rue des Fleurs, la maison était silencieuse. Les invités dormaient. Poirot, cependant, ne l'était pas. Il a placé une seule page pliée sur la table du couloir, le programme du théâtre, et en dessous, la note reçue la veille. Elle allait tout dire. Je ne pouvais pas la laisser faire, mais je ne l'ai pas tuée. Il se tourna vers Hastings. La vérité, a-t-il dit, a commencé à desserrer son collier. Chapitre 5. L'homme aux gants blancs. Le lendemain matin, Poirot convoqua une réunion discrète dans le salon. Un feu doux crépitait dans l'âtre, même s'il était à peine froid. Poirot avait toujours affirmé que les flammes éclairaient la pensée. Seuls l'inspecteur Lefebvre et Hastings étaient en présent. Les invités étaient toujours à l'étage, sous surveillance discrète. Poirot se tenait près de la cheminée, les doigts serrés. Ses yeux brillaient de ce calme intense qui précédait toujours la révélation. « Nous avons atteint, dit-il doucement, le bord du labyrinthe. Commençons maintenant le retour. » Lefebvre haussa un sourcil. « Vous croyez savoir qui a tué Madame Fournier ? » « Je crois savoir qui la craignait. »
corrigea Poirot, et qui avait des raisons de la faire taire. La distinction est importante. Hastings, carnet prêt, demanda « Est-ce Gaspard, celui du studio, ou ce Georges Valette ?» Poirot hocha lentement la tête. « Nous comprenons maintenant que Madame Fournier orchestrait une confrontation, un salon des esprits et des motivations, n'est-ce pas? Elle a convoqué ceux qui lui avaient fait du tort, ou qui l'avaient eu fait à autrui. Chaque invité avait un secret. Elle comptait bien les révéler au grand jour. » Il ramassa le fragment de lettre déchirée trouvé sous le bougeoir et le lut à haute voix. « Je ne peux plus te protéger. Si tu insistes pour que cela soit rendu public, prépare-toi aux conséquences. » Poirot a plié le papier. Ce n'était pas une lettre d'amour, Hastings. C'était un avertissement. L'auteur voulait absolument éviter toute révélation. Mais la vraie question n'est pas de savoir qui l'a écrite, mais qui était au courant. Il se tourna vers Lefebvre. « J'ai besoin de votre aide pour mettre en scène quelque chose de théâtral. » Lefebvre parut alarmé. « Théâtral ?» Poirot sourit. « Oui, une petite performance. La vérité, je trouve, s'accorde mieux avec un peu de drame. » À 8 heures précises ce soir-là, les invités du numéro 17 furent de nouveau conviés au salon. Ils arrivèrent méfiants, silencieux, se regardant en coin comme des acteurs attendant leur réplique. Poirot se tenait au centre de la pièce, sa canne noire à côté de lui, sa silhouette soulignée par le feu vacillant du foyer. Le rideau rouge pendait derrière lui comme un témoin de velours. « Mes amis, commença-t-il, vous avez tous été patients, et je vous en remercie. Le moment est venu de parler franchement. La mort de Madame Fournier n'était pas un accident. C'était un meurtre. » Lucille Valette haleta. Missaro serra son médaillon. André Morin leva les yeux au ciel. « Et, continua Poirot, le meurtrier est assis dans cette pièce. » Un silence aussi dense que du brouillard s'ensuivit. Poirot se dirigea lentement vers la table centrale. Il y déposa 4 objets, la photo de Madame Fournier, la lettre déchirée, l'épingle tachée de cire et une paire de gants blancs. « Voici les clés du mystère, » dit-il doucement. « Examinons-les une par une. » Il a ramassé le photographié. Madame Fournier conservait cette lettre dans son salon, et une copie, identique, a été retrouvée dans l'appartement d'en face. L'homme connu sous le nom de Gaspard avait été son amant. Mais il n'était pas son assassin. Sa lettre, celle que nous avons trouvée cachée, était un avertissement, pas une menace. Il essayait de l'empêcher de détruire quelqu'un d'autre. Poirot brandit le épingle. On s'en servait pour fermer le rideau, non seulement par coquetterie, mais aussi pour le dissimuler, pour créer l'illusion que personne ne se trouvait derrière. En fait, cela permettait à quelqu'un d'entrer dans la pièce sans être vu, de se déplacer derrière le rideau et d'en ressortir au moment opportun. Il a soulevé les gants suivants, blancs, immaculés, et fréquemment portés par l'un d'entre nous. Non pas pour des raisons médicales, mais pour la performance, par habitude, pour cacher les empreintes digitales. Il se tourna lentement vers Georges Valette. « Vous, monsieur ?» Valette remua sur son siège. « Vous m'accusez, monsieur Poirot. Je constate que vous avez menti. Vous avez prétendu dormir sous l'effet de somnifères. Pourtant, on vous a vu, monsieur, de l'autre côté de la rue. L'artiste de la rue Blanche vous a identifié. » Lucille se tourna brusquement vers son mari. « Tu m'avais dit... » « Silence, Lucille, » rétorqua Georges. Poirot leva la main. Monsieur Valette était amoureux de Madame Fournier. Autrefois, avant d'épouser sa femme actuelle, il avait promis de quitter Lucille, puis il a rompu sa promesse. Madame Fournier s'apprêtait à révéler cette liaison, n'est-ce pas? Et pire encore, elle en avait la preuve. Il a brandi le lettre-fragment. Vous avez écrit cela, mais ce n'était pas suffisant. Elle ne s'est pas laissée influencer. Elle avait aménagé son salon comme une scène. Elle comptait lire la lettre à voix haute à ses invités. Vous démasquer devant votre femme. Vous saviez qu'elle lisait de la poésie au salon le soir. Vous avez attendu dehors, de l'autre côté de la rue. Puis vous avez traversé. Vous avez utilisé l'entrée des domestiques. Vous connaissiez la maison pour vos précédentes visites. Poirot prit une inspiration puis parla clairement.
Tu es entré en silence. Tu es passé derrière le rideau. Et quand madame Fournier s'est rassise sur sa chaise, un livre à la main, inconsciente, tu as glissé tes mains gantées autour de son cou et tu l'as tordu. Une mort silencieuse, rapide, brutale. Lucille le regarda avec horreur. C'est vrai, Georges? Valette se leva furieuse. Elle m'a ruinée. Elle aurait tout pris. Ma carrière, mon mariage, mon nom. Poirot hocha la tête solennellement. Alors tu l'as réduite au silence. Pour toujours. L'inspecteur Lefebvre s'avança. C'est un aveu, monsieur. Mais Poirot leva la main. Non. Il n'est pas le seul à porter le poids de la culpabilité. Il se tourna lentement vers Lucille Valette. Vous, madame, avez retrouvé les gants le lendemain matin. Vous les avez reconnus. Mais vous n'avez rien dit. La voix de Lucille tremblait. Je ne savais pas quoi faire. Vous avez brûlé le reste de la lettre. Vous saviez que si elle était révélée, votre mari serait détruit, et vous avec lui. Alors vous l'avez protégé. Poirot s'inclina légèrement. Mais maintenant, madame, le rideau est levé. La scène est nue, et nous avons vu ce qui se cache derrière. Tandis que Georges Valette était escorté par les hommes de l'inspecteur Lefebvre, Poirot se tourna vers le reste du groupe. Le feu s'était éteint, n'étant plus qu'une faible lueur. Madame Fournier n'était pas une femme parfaite, dit-il doucement, mais elle cherchait la vérité, et pour cela, elle a été tuée. Il jeta un dernier coup d'œil au rideau rouge. Certains rideaux, dit-il, ne cachent pas, ils révèlent. Et certaines vérités, une fois enfin dévoilées, brillent plus fort que n'importe quelle lumière de scène. Chapitre 6. La déchirure du rideau. Les aveux de Georges Valette auraient trop dû apporter la paix, une conclusion nette, liée par le ruban de la justice. Mais Poirot, le plus méticuleux des hommes, n'avait pas encore fait ses valises. Le lendemain matin, il se tenait de nouveau dans le salon du 17, rue des Fleurs, son regard fixé non pas sur la chaise où madame Fournier était morte, ni sur le rideau qui avait tant dominé leur attention, mais sur l'espace vide à côté de la cheminée. « Ça ne se calme pas », murmura-t-il. Hastings, qui croyait l'affaire close, s'arrêta en train de boutonner son manteau. « Qu'est-ce qui ne se règle pas, Poirot? Nous avons un mobile, des aveux, une dissimulation. Que pourrait-il y avoir de plus ?» Poirot ne répondit pas immédiatement. Il se dirigea vers le bord du tapis où madame Fournier avait été retrouvée, puis vers la cheminée, puis vers la petite pile de recueils de poésie posée sur la table. « Il y a quelque chose qui cloche, » dit-il enfin, « quelque chose qui n'a pas été pris en compte. » Il a pris le volume le plus élevé, Les fleurs du mal Hastings, l'a reconnu grâce à la lecture précédente de Poirot. Poirot ouvrit la couverture intérieure et tapota du doigt le nom qui y était inscrit. ALF. La vérité n'est pas lumière, c'est flamme. G. Georges, devina Hastings. Poirot hocha la tête. Oui, c'était un cadeau. De Georges Valette, il y a de nombreuses années. Mais regardez la date sous l'inscription. 1925. Poirot ferma le livre. Elle l'a gardé pendant 20 ans. Pourquoi? Hastings haussa les épaules. Une valeur sentimentale, peut-être? Les yeux de Poirot se plissèrent. Des sentiments, oui, mais pas les siens. L'inspecteur Lefebvre revint à la maison peu avant midi pour finaliser les dépositions et conduire Georges Valette à la préfecture. Poirot l'intercepta dans le couloir. « Inspecteur, dit-il, un instant, s'il vous plaît. » Lefebvre semblait fatigué. « Monsieur Poirot, l'homme a avoué. Sa femme a détruit des preuves. Nous avons tout ce qu'il nous faut. » Poirot sourit poliment. « Vous avez tout ce qu'il faut pour la loi. Mais tout n'est pas encore vrai. » Il tendit à Lefebvre un petit journal noir, trouvé derrière l'étagère de la chambre de madame Fournier, caché, ni brûlé, ni verrouillé. Elle voulait qu'on le retrouve, un jour ou l'autre. Lefebvre l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvaient des entrées datées, des observations, des noms. Une page était marquée d'un pétale de lavande pressé.
Poirot a tapé l'entrée datée de 2 semaines avant sa mort. Si Lucille savait ce que je sais, elle le tuerait elle-même. Mais c'est peut-être la clémence que je leur refuse à tous les deux. Pourtant, le garçon doit savoir. Lefebvre fronça les sourcils. Quel garçon? Poirot se tourna vers Hastings. André Morin. Le filleul ruminait dans la bibliothèque depuis la confession. Il se leva à l'entrée de Poirot, la mâchoire serrée. « Elle est morte, dit-il sèchement. L'homme qui l'a tuée est parti. Que reste-t-il » Poirot s'assit et fit signe à André de faire de même. « Il y a quelque chose que tu dois lire, dit-il doucement. Cela te concerne. » Il tendit à André une lettre pliée, la dernière page du journal, désormais décellée. André lut en silence, les lèvres entr'ouvertes, tandis que son regard parcourait la page. Arrivé en bas, il leva les yeux, pâle. « Elle allait me le dire ?» Poirot hocha la tête. « Elle avait l'intention de te le dire le lendemain du salon. » André se leva, le souffle court. « C'était mon père. »« Oui, » dit Poirot. « Georges Valette. Il a séduit votre mère, une domestique de la maison Fournier. Madame Fournier vous a élevé après la disparition de la jeune fille, votre mère, dans des circonstances qualifiées de tragiques à l'époque. » André secoua la tête. « Elle ne me l'a jamais dit. Elle craignait les conséquences. Et pourtant, au final, elle a vu la vérité comme la seule voie possible. » Poirot se leva et posa une main sur l'épaule du jeune homme. « Vous avez hérité de plus que du sang, monsieur. Vous avez hérité du silence. Qu'il finisse avec vous. » Le soir, les invités étaient de partie. Victor Duvin retourna à son conservatoire en silence. Miss Arrow s'attarda juste assez longtemps pour remercier Poirot d'une poignée de main maladroite et d'un long regard indéchiffrable. Lucille Valette fut escortée sous surveillance discrète jusqu'au domicile de sa sœur à Aix-en-Provence, sa réputation en miettes. Poirot resta en arrière, demandant une dernière heure seul dans le salon. Hastings le rejoignit. « Je dois dire, Poirot, s'aventura-t-il, que vous avez résolu un meurtre, mis au jour un scandale et même réconcilié un filleul avec son héritage. Mais vous semblez toujours perturbé. » Poirot fixait le rideau rouge. « Sais-tu ce qui me dérange, Hastings ?»« Quoi ?» La voix de Poirot était calme. « Le rideau n'a pas été remis. Il n'a jamais été retiré. Il est toujours là, comme la nuit du meurtre. » Hastings fronça les sourcils. « Oui. Et alors ?» Poirot s'en approcha et le tira doucement en arrière. « Il y a une déchirure, dit-il. Et bien sûr, le long de la couture intérieure, presque invisible dans les plis épais du velours, un petit déchiré, comme si quelque chose s'y était accroché. Il a mis la main dans la doublure et a retiré une deuxième note, cassant, jaunie, étroitement pliée et aplatie. » Hastings haleta. « Un autre message ?» Poirot le déplia lentement. L'écriture n'était pas celle de Madame Fournier. C'était prudent, angulaire. On pouvait y lire. « Si jamais tu reparles de ce qui s'est passé cette nuit-là à Lyon, tu ne vivras pas assez longtemps pour voir justice rendue. Je veille. Toujours. G. » Hastings pâlit. « Lyon ?» Poirot murmura. « Un vieux scandale, recouvert, enterré, mais peut-être pas oublié. » Il plia le billet et le glissa dans sa poche. Georges Valette n'était pas seul dans ce cas. Il y a un autre acteur. Hastings le fixa. « Mais alors, on n'a pas fini ?» Poirot regarda une fois de plus le rideau. « Non, mon ami, » dit-il doucement. « Pas encore. La pièce n'est pas terminée. Le dernier acte ne fait que commencer. » Chapitre 7. Les ombres de Lyon. La découverte du second billet brisa le peu de finalité que la confession de Georges Valette avait offert. Poirot, d'apparence calme, était devenu pensif. Il faisait les 100 pas, triait des dossiers, écrivait des notes personnelles dans un carnet de cuir neuf, paraffé.hp gravé en or. Il dit peu de choses à Hastings ce soir-là, à l'exception d'une phrase, prononcée au cours d'un modeste souper composé de sole à la vapeur et de pommes de terre au beurre. Il y a toujours un fil, mon ami, et quand on tire dessus, il faut être prêt à voir ce qui se défait. Le lendemain matin, Poirot demanda à l'inspecteur de le rencontrer une fois de plus au 17, rue des Fleurs.
Lefebvre arriva avec son habituel mélange de suspicion et de fumée de cigarette. « Poirot, dit-il avant même de s'asseoir, que suggérez-vous exactement ?» Valette a avoué. Sa femme a prêté main forte. L'affaire est classée. « Non, inspecteur, » répondit Poirot d'une voix douce. L'affaire était conclue, mais pas résolue. Il ouvrit son carnet et le tourna vers Lefebvre. « Vous connaissez le disparition de Lyon il y a 5 ans ?» Lefebvre fronça les sourcils. « Le fonctionnaire disparu, Armand Delacroix ?»« Oui, jamais retrouvé. Présumé noyé dans le Rhône. Mais le dernier témoin connu était Georges Valette, qui était à l'époque chef d'un service discret au sein du ministère des Finances. » Les yeux de Lefebvre s'écarquillèrent. « Tu crois que Fournier savait quelque chose sur cette affaire ?» Poirot leva une fois de plus le billet jauni. « Si jamais vous parlez à nouveau de ce qui s'est passé cette nuit-là à Lyon, c'était du chantage, » dit doucement Poirot, « ou peut-être un marché. Dans les 2 cas, quelqu'un l'a menacé, quelqu'un au-delà de Valette, quelqu'un qui la surveillait encore. » Lefebvre se rassit en silence. Poirot fit ce que peu de détectives auraient osé faire. Il retourna lui-même à Lyon, avec Hastings, par le train de fin d'après-midi. Ils arrivèrent juste avant le crépuscule, accueillis par la lumière cuivrée des collines de la ville et par le fleuve serpentant en son cœur tel un ruban de secret. Poirot prit une chambre dans une modeste auberge donnant sur la place Bellecour, et ce soir-là, les 2 hommes arpentèrent les rues en silence. « Cette ville cache des choses, » dit Poirot en désignant les ruelles étroites qui s'entrecroisaient derrière les façades de ces élégants immeubles. « Comme Paris, mais avec des os plus anciens. Plus de culpabilité, moins d'aveux. » Ils visitèrent les archives de la police le lendemain matin. Poirot avait écrit à l'avance. Un certain lieutenant Rousseau les accueillit dans une pièce exiguë du sous-sol. « Le dossier de la Croix ?» demanda-t-il surpris. Personne ne m'avait demandé ça depuis des années. Il l'a ressorti, mince, négligé. Il manquait des photos. « Est-ce que Georges Valette était mentionné dans le rapport officiel ?» demanda Poirot. Rousseau feuilleta les pages. Seulement qu'il a assisté à la conférence dont Delacroix a disparu. Il a fait une déclaration. Rien de suspect à l'époque. Poirot a tapé sur le disque. Et le dernier endroit où Delacroix a été vu? Un restaurant, le Canard Doré, rue Sainte-Hélène. Il a dîné avec un collègue dont il n'a pas révélé le nom. Poirot sourit. Il faut leur rendre visite. Le restaurant était toujours là, désormais sous une nouvelle direction, modernisé mais son agencement inchangé. Poirot et Hastings étaient assis à une table près de la fenêtre. Un serveur, poli et âgé, s'approcha. Il travaillait dans l'établissement depuis des décennies. « Oui, » dit-il lentement. « Je me souviens d'un certain Delacroix, un homme nerveux. Il est arrivé ce soir-là avec un homme ganté. Ils étaient assis au fond. Je m'en souviens parce que l'autre homme insistait pour payer en espèces, en billets neufs et impeccables. » Poirot se pencha en avant. « Tu te souviens de son nom ?» Le serveur secoua la tête. « Non. Mais il avait un accent, léger, pas parisien, allemand peut-être, ou autrichien. Difficile à situer. » Poirot échangea un regard avec Hastings. « Est-ce qu'il portait un chapeau ?» demanda Poirot. « Oui, » dit le serveur. « Feutre foncé, large bord, et il boitait. Légèrement, mais visiblement. » Poirot se rassit. « Merci. Vous m'avez été d'une grande aide. » Dans le train de retour à Paris, Poirot était inhabituellement silencieux, ses doigts tapotant contre la coudoir. Hastings attendit patiemment jusqu'à ce que, enfin, Poirot parle. L'homme à Lyon, celui qui a rencontré Delacroix, n'était pas Valette. C'était quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a utilisé l'association de Valette pour dissimuler sa propre implication. Et ce même homme a menacé Madame Fournier. L'écriture du 2e billet, je l'ai comparée à celle de Valette. Aucune correspondance. Vous dites que quelqu'un d'autre a tout orchestré? Oui. Et ils sont toujours libres. Poirot se tourna vers son compagnon avec un regard rare de sévérité. Hastings, nous avons découvert un crime bien plus grave. Un homme a disparu,
Une femme est morte. Et un marionnettiste s'est caché dans l'ombre depuis le début, derrière des rideaux de velours, sous de faux noms, sous des gants non pas pour dissimuler un eczéma, mais pour éviter d'être identifié. Il fouilla dans son manteau et en sortit un petit enveloppe, un exemplaire qu'il avait pris dans le journal de Madame Fournier, mais qu'il n'avait pas encore ouvert. Il le fit maintenant. À l'intérieur se trouvait une photographie, granuleuse, en noir et blanc. On y voit 3 hommes debout devant une salle de conférence. L'un d'eux était Georges Valette, l'un d'eux était Armand Delacroix, et le troisième, le visage à moitié tourné, le chapeau bas, la canne à la main, était un homme que Poirot avait déjà vu une fois. Pas à Lyon, mais à Paris, dans le public de l'Opéra, et plus récemment, Standing Across the Street from Rue des Fleurs. Chapitre 8. L'homme sans nom. La photographie a hanté Poirot longtemps après leur retour à Paris. 3 hommes, un disparu, un mort, un inconnu. Le visage de Georges Valette était reconnaissable entre mille, mince, fier, avec la mâchoire saillante d'un homme élevé au pouvoir et au privilège. Armand Delacroix, en revanche, paraissait timide, le regard lourd de fatigue, même immobile. Mais le troisième, c'était lui, le fantôme dans le cadre. Ses traits étaient partiellement masqués par le bord d'un chapeau. Il portait des gants. Il tenait une canne dans sa main gauche. Et là, à peine visible, sur le revers de son pardessus, se trouvait une épingle. Petite, métallique, en forme de fleur de lys inversée. Poirot l'étudiait maintenant sous une loupe dans le calme de la bibliothèque du numéro 17. L'épingle, dit-il doucement à Hastings, assis à côté de lui. Elle n'est pas décorative. Elle est officielle, un symbole de rang, peut-être militaire, peut-être quelque chose de moins visible. Hastings se pencha. « Tu penses que c'est lui qui a tué Delacroix ? » ?»« Je pense qu'il a fait disparaître Delacroix. Et je pense que Madame Fournier connaissait son identité. » Poirot tapota la photographie. Elle a gardé ça, cachée dans une lettre du journal. Elle ne l'a jamais montrée à Lefebvre. Elle ne l'a jamais donnée à André. C'était la seule chose qu'elle cachait, même à elle-même. Cet après-midi-là, Poirot et Hastings rendirent visite aux Archives nationales près de l'hôtel de Soubise, un lieu si silencieux et respectueux que même un murmure semblait profane. Grâce à la coopération de Lefebvre et au pouvoir de Poirot, ils obtinrent l'accès aux archives du ministère des Finances, service extérieur, et enfin, un sous-département particulier du Bureau des biens culturels, opérationnel jusqu'en 1929. Dans un fichier presque oublié sous un dossier mal étiqueté, Poirot a trouvé le nom, baron Emil von Kelstein, attaché autrichien, transféré à Paris en 1924, disparu des archives publiques en 1931, collaborateur connu de Valette et de Delacroix, conseiller spécial aux affaires culturelles. Hastings cligna des yeux. « Kelstein, c'est allemand. » Poirot le corrigea doucement. Un noble autrichien, mais quelqu'un qui évoluait facilement dans les cercles politiques et financiers. Après la guerre, beaucoup d'hommes portaient des masques, par honte ou pour se protéger. Certains utilisaient de faux noms, d'autres se taisaient. Poirot posa le dossier. Von Kelstein, je crois, n'a jamais vraiment disparu. Il a simplement changé de rôle. Ce soir-là, de retour rue des Fleurs, Poirot convoqua Lefebvre et le seul invité qui n'avait pas encore quitté Paris, Mademoiselle Constance Harrow. Elle était restée dans une petite pension près de la Seine, soi-disant pour rassembler des éléments pour un roman. Mais Poirot soupçonnait une autre raison. Ils se sont rencontrés dans le salon du numéro 17. Miss Harrow était calme, son médaillon toujours visible autour de son cou, bien. Qu'elle portait maintenant une robe différente, vert pâle, moins sévère qu'avant. Poirot la salua chaleureusement. « Mademoiselle, pardonnez-moi la convocation, mais vous détenez le fil conducteur, je crois. » Elle haussa un sourcil. « Oui, tu étais le seul à avoir vu l'homme d'en face, » dit Poirot, « celui au chapeau. Et tu as mentionné quelque chose de très particulier, un accent. Tu as dit qu'il était doux, presque musical.
Mademoiselle Harrow hésita. Oui, Poirot hocha la tête. L'homme que vous avez vu n'était pas Georges Valette. C'était le baron Émile von Kelstein. Il surveillait le numéro 17, non par curiosité, mais par peur. Il savait que Madame Fournier avait l'intention de révéler son identité. Elle avait des lettres. Et elle avait ceci. Il a brandi la photo. Miss Harrow pâlit. « Elle m'a parlé de lui, murmura-t-elle, 2 nuits avant sa mort. Elle m'a dit qu'il y avait un homme qui avait disparu sans mourir, qu'il tuerait à nouveau si nécessaire. » Poirot s'avança. « Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt ?» Elle regarda Lefebvre. « Parce que je craignais que la police ne me croie pas. J'ai une réputation de dramaturge. J'ai pensé qu'elle avait peut-être exagéré, ou que c'était une invention, un fantôme littéraire. » Le ton de Poirot s'adoucit. Mais ce n'était pas le cas. Il existe, et il était là. Il se tourna vers Lefebvre. Cet homme, Émile von Kelstein, n'a jamais été arrêté, jamais inquiété. Il a disparu des archives, mais pas de Paris. Je crois qu'il réside toujours à Paris, sous un faux nom. Lefebvre croisa les bras. « Et vous proposez de le retrouver comment ? Nous n'avons pas de photos récentes, pas d'adresse, pas d'identité. » Poirot sourit. « Ah, mais nous avons quelque chose de bien mieux. Nous avons style. » Le lendemain, Poirot visita l'Opéra Garnier. Non pas pour assister à un spectacle, mais pour rencontrer son metteur en scène, un homme corpulent nommé Rousseau, passionné de mode viennoise et peu insensible aux questions policières. Mais Poirot n'était pas là en tant que policier. Il était là en tant que connaisseur du détail. « Monsieur, dit-il, je cherche un de vos mécènes, un homme qui assiste à toutes vos premières. Il porte des gants, un chapeau. Il est assis en loge numéro 5. » Rousseau cligna des yeux. « Oui. » Le monsieur qui boite. La moustache de Poirot tressaillit. « Oui, celle-là. » Rousseau regarda autour de lui et baissa la voix. « Il utilise le nom Monsieur Muller, paye toujours en espèces, parle parfaitement français, mais avec un léger accent, autrichien d'antan. Il a réservé une place pour la Traviata la semaine prochaine. » Poirot sourit. « Puis-je acheter une boîte à côté de lui ?» Rousseau hocha la tête. « Tu peux. » Le soir de la Traviata, Poirot et Lefebvre prirent place dans Case 6, les lumières s'éteignant autour d'eux. Hastings attendait, dans le hall en contrebas, déguisé en placeur. 2 policiers en civil s'attardaient dans le cercle supérieur. Et dans Case 5 était assis un homme avec un chapeau à large bord, une canne noire et des gants blancs. De Kelstein. Il regardait la scène, immobile. Il n'applaudissait pas. Il ne buvait pas. Son immobilité était anormale, celle d'une vie habituée à ne pas être vue. Et puis, à l'entracte, Poirot se leva. Il traversa la cloison en velours et frappa sur le cadre de la boîte 5. « Baron von Kelstein, » dit-il doucement, « puis-je m'asseoir à côté de vous ?» L'homme n'a pas répondu au début. Puis il se retourna. Son visage était plus âgé, plus net, mais il correspondait à la photo. « Je me demandais, » dit-il dans un français parfait, « combien de temps cela prendrait ?» Poirot s'assit. « Tu l'as vu mourir. Peut-être l'as-tu ordonné. » Von Kelstein sourit. « Je ne l'ai pas tuée. Je lui ai seulement dit ce qui arriverait si elle parlait. » La voix de Poirot était comme de la soie sur de l'acier. « Alors, je crains, monsieur, que vous n'en ayez trop dit. » Le baron se leva lentement, la canne tremblant légèrement dans sa main gantée. Mais Poirot était déjà debout. L'inspecteur Lefebvre et 2 officiers apparurent derrière eux. Le jeu était terminé. De retour au numéro 17, Poirot se tenait seul dans le salon, regardant une fois de plus le rideau rouge. Hastings entra tranquillement. Il a avoué. Poirot hocha la tête. À Delacroix, à la corruption, au silence, mais pas au meurtre. Ça, il l'a laissé à Valette. La lâcheté est aussi un choix. Hastings regarda le feu. Alors, enfin, c'est fini ? Poirot pencha la tête. Peut-être. Le rideau est tombé, mais il faut toujours se demander.
Il jeta un dernier coup d'œil au pli du velours rouge. Qui est encore dans le public? Chapitre 9. Le piège dans le jardin. L'atmosphère parisienne changea subtilement lorsqu'une grande vérité fut révélée. Du moins, c'est ce que croyait Poirot, et le matin suivant l'arrestation discrète du baron von Kelstein, il prit son petit déjeuner non pas dans le salon du numéro 17, mais dans le jardin d'hiver clos derrière la maison. Les plantes s'éveillaient encore des premiers souffles du printemps, et l'odeur de la terre humide imprégnait l'allée de pierre comme un parfum. En face de lui, Hastings était assis avec une tasse de café tiède, toujours en train de digérer les événements de l'opéra de la nuit précédente. « Il n'a pas résisté », a déclaré Hastings. « Cela m'a surpris. » Poirot beurra son toast avec une précision posée. Ce sont souvent les hommes les plus dangereux qui se rendent le plus poliment. Von Kelstein a vécu trop longtemps dans l'ombre. Il comprend que disparaître maintenant ne ferait que confirmer sa culpabilité. Mais ne vous y trompez pas, c'est un homme qui joue sur le long terme. Hastings fronça les sourcils. Mais c'est fini, non? Il a avoué le chantage. Nous avons la lettre, la photo, sa fausse identité. Poirot tapota le manche de sa cuillère contre le bord de la tasse. Nous avons des preuves, dit-il doucement. Mais passe tous la vérité. Il se lève. Viens, Hastings. Le jardin renferme un secret. Poirot le conduisit le long du sentier sinueux jusqu'au fond du jardin d'hiver, où un portail bas en fer se dissimulait derrière un rideau de lierre. Il l'ouvrit pour révéler une petite alcôve, oubliée, envahie par la végétation, avec un banc en bois et une statue usée d'un ange pleureur. « J'ai trouvé ça hier, » dit Poirot en s'agenouillant. « De la terre fraîchement retournée. Mais aucun jardinier n'a entretenu cette zone depuis des semaines. » Il plongea la main dans la terre et en sortit une enveloppe scellée enveloppée dans du lin ciré. À l'intérieur se trouvait une lettre. Écrit de la main de Madame Fournier. Si vous lisez ceci, c'est que j'ai échoué. Mais vous devez savoir tout. Von Kelstein est dangereux, oui. Mais il n'est pas seul. Georges n'a pas agi seul. Il a été payé. Et il y a quelqu'un d'autre. Quelqu'un en qui j'avais confiance. Quelqu'un qui est toujours dans cette maison. Poirot plia lentement la lettre, ses yeux s'assombrissant. Elle le savait. Même en préparant sa confrontation, même en souriant, en recevant et en servant le thé. Hastings déglutit. Qui, Poirot? Qui d'autre? Poirot se tourna vers la maison. Il reste une dernière pièce de théâtre à jouer. Ce soir-là, Poirot rassembla ceux qui étaient encore présents. Mademoiselle Haraud, André Morin et Victor Duvin, dans le jardin d'hiver. Le ciel était d'un éclat argenté, et des bougies avaient été disposées le long du chemin de pierre, telles des sentinelles silencieuses. Poirot se tenait devant eux avec une expression calme. « Je vous remercie, » commença-t-il, « pour votre patience indéfectible. Vous avez tous porté un terrible fardeau, l'incertitude, la suspicion, le chagrin. » Il marqua une pause. « Mais j'ai une dernière question, une vérité encore non dite. » Il se tourna vers André. « Ta marraine avait peur pour toi, non pas à cause du scandale que ta filiation pourrait provoquer, mais à cause de ce qui pourrait arriver. Si. Tu l'as appris trop tard. » André serra les dents. « Je ne suis pas sûr de suivre. » Poirot s'approcha. « Vous étiez à la bibliothèque la nuit de sa mort. Vous prétendiez lire. Mais votre livre, Don Quichotte, n'a pas été touché. La colonne vertébrale n'a pas été fissurée. » André ne dit rien. Poirot se tourna vers Victor Duvin. « Vous prétendiez composer de la musique. Et pourtant, les pages sur votre bureau étaient vierges d'encre. Vous n'aviez rien écrit. » Victor leva brusquement les yeux. « Je... » Poirot leva la main. « Vous avez tous les deux menti. Mais un seul d'entre eux... Vous avez des raisons de craindre d'être démasqué. Un seul était ruiné, mis à l'index des orchestres à cause d'un scandale. Et un seul avait une raison de garder secrète la liaison de Georges Valette avec Madame Fournier. » Il s'est retourné. « Mademoiselle Haraud. » Des halètements brisèrent le silence. Constance resta immobile, son visage pâle, indéchiffrable. « C'est absurde. »
La voix de Poirot était basse. « Vous n'êtes pas seulement une romancière, mademoiselle. Vous avez été la maîtresse de maison de madame Fournier pour un compagnon embauché brièvement, licencié discrètement. Vous connaissiez la maison. Vous connaissiez les habitudes. Et lorsque vous êtes revenu dans sa vie sous un faux nom et un accent anglais, elle ne vous a pas reconnu. Mais vous l'avez reconnu. » Son. Miss Harrow rit doucement, mais sa voix tremblait. « Je n'étais qu'une invitée, une amie de Lucille. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Lucille ne t'a jamais invité. J'ai vérifié. Elle ne t'avait pas parlé depuis des mois. Tu as écrit à toi-même. Et vous avez menti sur l'homme que vous avez vu de l'autre côté de la rue. Vous avez décrit Valette au lieu de Kelstein, détournant ainsi les soupçons. Astucieux, mais pas assez. » Il brandit la lettre du jardin. « Elle t'a nommé, pas directement, mais avec ceci, quelqu'un en qui j'avais confiance, toujours dans la maison. » Constance recula d'un pas. Ses mains tremblaient. « Elle a tout détruit, » murmura-t-elle. « Elle m'a enlevé mon poste. Elle m'a humilié devant les autres. Et puis elle a eu le culot de m'inviter à nouveau. Comme un animal de compagnie, comme un avertissement. » Poirot hocha doucement la tête. « Et donc, vous avez aidé Valette. Vous lui avez donné accès. Vous avez distrait les autres. Vous avez murmuré derrière les rideaux. Vous avez peut-être même tenu la porte ouverte. »« Je ne l'ai pas tuée, » siffla-t-elle. « Non, » acquiesça Poirot, « mais vous laissez. Elle est morte. Et puis tu as enterré son avertissement dans le jardin, pensant que personne ne le trouverait. » Constance Harrow se redressa. « Alors je suppose que je devrais être reconnaissante à madame Fournier d'avoir élevé un filleul aussi brillant. » Tous les regards se tournèrent vers André Morin, dont l'expression était passée de la confusion à la clarté tranquille. Poirot ne dit rien de plus. Cette nuit-là, Lefebvre plaça mademoiselle Harrow en garde à vue. Elle n'opposa aucune résistance. Et le numéro 17 de la rue des Fleurs est tombé dans son premier vrai silence depuis des semaines. Poirot était assis seul dans le salon, le rideau rouge désormais définitivement ouvert. Hastings lui apporta du thé et s'assit à côté de lui. « Je dois admettre, » a déclaré Hastings, « qu'elle m'a trompé. » Poirot sourit faiblement. « Tu n'es pas seul, mon ami. Même moi, j'ai sous-estimé la profondeur de sa performance. » Il regarda vers la cheminée, où les flammes dansaient doucement. Madame Fournier avait prévu une pièce. Mais elle avait oublié que même au théâtre, il y a des doublures, attendant, observant, et parfois réécrivant le dernier acte. Il sirota son thé. Et maintenant, enfin, la scène est vide. Le rideau est tombé. Une longue pause. « Jusqu'à la prochaine affaire, » a déclaré Hastings. Poirot haussa un sourcil. « Jusqu'au prochain murmure. » Chapitre 10. Le dernier murmure. Le printemps était déjà bien installé à Paris lorsque Poirot retourna au 17, rue des Fleurs, mais pas en tant que détective. La maison avait été fermée, ses volets repeints, ses pièces vidées. Le rideau de velours avait enfin été retiré, tiré par un ouvrier qui murmura quelque chose comme s'il supportait le poids des fantômes. Poirot se tenait dans le jardin, fraîchement planté de lavandes et de pivoines blanches. La statue de l'ange pleureur avait été nettoyée. Son visage n'était plus strié de mousse. Le banc avait été poncé et reverni. Une nouvelle vie, semblait-il, avait osé revenir. À côté de lui se tenait André Morin. Il avait changé. Le garçon renfrogné, empreint d'amertume et de silence maussade, avait disparu. À sa place se tenait un homme, plus calme peut-être, mais plus droit, avec quelque chose de plus clair dans le regard. « Tu es sûr ?» demanda André. Poirot hocha la tête. « La maison est à toi. Le testament de madame Fournier, qu'elle n'a pas signé mais devant témoin, te déclarait son unique héritier. Ses biens, ses comptes en banque, même ses lettres. Elle voulait que tu aies tout. » André détourna le regard vers les cheminées en briques rouges et la glycine qui rampait maintenant sur le treillis. Elle m'a toujours semblé distante. Mais maintenant, je comprends.
Elle a gardé la vérité non pas pour me blesser, mais pour me préparer. Poirot posa doucement une main sur son épaule. C'est un fardeau, certes, mais aussi une forme de liberté. Tu n'es plus le secret de personne. André expira lentement. Je garde la maison, mais je rouvrirai le salon, aux musiciens, aux artistes, à ceux qui ont besoin d'espace pour se faire entendre. Poirot sourit. Alors peut-être que le rideau n'était pas un voile, mais une scène. De retour à Londres, à Whitehaven Mansion, Poirot reprit ses habitudes avec aisance. Après tout, le monde ne s'était pas arrêté pendant qu'il dévoilait les secrets de la rue des Fleurs. Ses neurones avaient besoin d'être nourris, à la fois par des énigmes et par un petit déjeuner. Un matin, alors qu'il triait du courrier, il reçut une enveloppe sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une petite carte. Tu avais raison, mais pas assez vite. Toutes les ombres ne restent pas immobiles. Été. Poirot le fixa longuement. Il l'a plié une fois, et puis encore, et je l'ai placé sous un presse-papier en marbre en forme de cavalier d'échecs. Ce soir-là, Hastings le rejoignit pour le dîner. « Je croyais que c'était fini, » dit Hastings. « Vraiment. » Poirot resta silencieux un long moment. « Certains cas, mon ami, ne se terminent pas. Ils s'estompent simplement, comme la lumière d'une scène qui s'éteint après la révérence finale. Mais derrière le rideau, les acteurs respirent encore. La pièce suivante est déjà en cours d'écriture. » Hastings se pencha en arrière. « Seras-tu prêt ?» Poirot s'essuya la bouche avec une serviette, les yeux pétillants. « Toujours. » Chapitre 11. Un rappel à Vienne. 3 semaines s'étaient écoulées depuis les dernières arrestations. Le printemps s'était prolongé jusqu'au début de l'été, et Paris avait commencé à fleurir avec son élégance habituelle. Des pétales de rose dans le parc, des violonistes au crépuscule au bord de la Seine, et des amoureux sirotant un expresso à la terrasse des cafés avec un optimisme insouciant. Mais Hercule Poirot, malgré ses habitudes ordonnées et son affection pour le calme, n'était pas resté immobile. Il avait été pensé. Il ne s'agit pas de Madame Fournier. Pas même au sujet du piège soigneusement construit qui avait conduit à la chute de Constance Harrow. Mais à propos de la carte, tu avais raison, mais pas assez vite. Toutes les ombres ne restent pas immobiles. Et cette signature, E, persistait dans son esprit comme l'arrière-goût du sucre brûlé. Et puis une deuxième lettre est arrivée, cette fois à Vienne. Poirot s'était rendu en Autriche à l'invitation d'une vieille connaissance, le docteur Léopold Lischka, neurologue d'une grande discrétion et, comme on le découvrait, décrypteur de codes pendant la guerre. Le prétexte était une conférence, mais la véritable raison résidait dans une fine enveloppe dactylographiée qui attendait à la réception du concierge lorsque Poirot s'était enregistré à son hôtel sur le Kärntner Ring. Retournez à l'endroit où la photo a été prise. Le troisième homme n'est pas le dernier. Et Hastings, qui avait rejoint Poirot seulement un jour plus tard, lut la note avec un mélange d'irritation et de confusion. C'est absurde. On a déjà tout découvert, n'est-ce pas? Kelstein, Valette, Miss Harrow. Que pourrait-il bien y avoir d'autre? Poirot ne répondit pas. Au lieu de cela, il a exposé la photo, celle du journal caché de Madame Fournier, Georges Valette, Armand Delacroix, et le troisième homme, désormais identifié comme Émile von Kelstein. Poirot tapota l'arrière-plan derrière eux, un drapeau flou, une arche en fer forgé, une façade dans l'ombre. « Ce n'est pas Lyon, a-t-il déclaré, c'est Vienne. » Hastings cligna des yeux. « Alors tout ce que nous croyions a été conçu pour nous tromper, » conclut Poirot. Le lendemain matin, ils ont visité le archive de la Hofburg, où la dite photographie avait probablement été prise lors d'une conférence de 1924 sur la restitution d'après-guerre. Dans les archives, Poirot a trouvé la liste originale des délégués. Parmi les noms, Valette, Kelstein, Delacroix, et encore un, Edgar Schillinger, chargé de liaison culturelle, Vienne, un homme qui a disparu des archives officielles en 1926.
Les sourcils de Poirot se froncèrent. E.T. Edgar. Le sentier commença à scintiller de clarté. Ils ont suivi le papier, relevé bancaire, liste d'invités, correspondance archivée. Un nom est apparu à maintes reprises. Edgar Schillinger, vu vivant pour la dernière fois en 1926, alors qu'il assistait à un bal masqué organisé par le baron von Kelstein. Par la suite, plus aucun témoignage, pas de nécrologie, pas de funérailles, mais son signature apparut, subtilement et sous des pseudonymes, sur des transactions immobilières en France, des comptes ouverts à Zurich, et, le plus accablant, sur un transfert confidentiel de fonds daté de 2 jours après la disparition d'Armand Delacroix. « Il n'est jamais mort », murmura Hastings. « Non », répondit Poirot d'un ton sombre. « Il s'est effacé. » Cette nuit-là, Poirot reçut une 3e carte à la porte de son hôtel. Celle-ci était manuscrite. « Félicitations, vous avez trouvé le nom. Mais l'homme, monsieur Poirot, l'homme est toujours dans la foule. On se retrouve ? E.T. » Et au dos, un dessin à l'encre rouge d'un rideau de théâtre, légèrement écarté, avec un seul œil qui regarde. Poirot resta à sa fenêtre longtemps après qu'Hastings se soit couché. Les lumières de la ville scintillaient. L'opéra résonnait faiblement au loin. Un couple riait dans la rue en contrebas, ivre de jeunesse et de champagne. Mais le regard de Poirot était lointain. « Je n'étais pas trop tard, » murmura-t-il. « Pas cette fois. » Et puis, encore plus doucement. « Mais vous, monsieur E., vous désirez être attrapé, ou vu, ou simplement qu'on se souvienne de vous. » Il plia le billet et le plaça à côté de son thé. Un doux sourire traversa ses lèvres. Qu'il en soit ainsi. Chapitre 12. L'œil derrière le rideau. Vienne retenait son souffle sous les étoiles d'été tandis que Poirot descendait l'escalier de marbre du cours impérial. L'hôtel était plongé dans un silence immaculé. Le mot de E brûlait dans sa poche comme une marque. Pas seulement un message, mais un défi. Pas seulement une menace, mais une invitation. Il était temps. Lui et Hastings étaient attendus dans un salon privé à théâtre à Vienne, le même lieu où, des décennies plus tôt, le grand Hugo von Hofmannsthal avait dévoilé des secrets à travers l'opéra. Ce soir, Poirot le soupçonnait. Un autre opéra allait se dérouler, sans ouverture, sans orchestre, et avec un seul compositeur invisible. Acte 1. L'hôte qui n'arrive jamais. Ils furent accueillis aux portes du théâtre non pas par le personnel, mais par un préposé en civil qui parlait avec un accent sec et tendit à Poirot une enveloppe scellée avant de disparaître dans l'ombre. « Mon cher monsieur Poirot, je suis vraiment désolé d'avoir manqué notre rendez-vous. Mais comme vous le savez, je trouve la scène plus supportable lorsque je contrôle l'éclairage. Veuillez vous asseoir en loge 12. Vous constaterez que le programme a changé. » La loge était située bien au-dessus de l'auditorium principal, ombragée et silencieuse, offrant une vue non pas sur la scène, mais sur toutes les autres loges. Observant les spectateurs. Poirot entra le premier, sa posture impeccable. Hastings le suivit, jetant des regards nerveux autour de lui. Pas de spectacle, Poirot. Poirot fit un geste vers le siège. Et pourtant, nous sommes là. C'est ce qui fait de nous le spectacle. Il ouvrit les jumelles fournies et commença à observer le théâtre. Case 1, vide. Boîte 5, une femme portant un voile sombre. Boîte 9, 2 hommes en tenue diplomatique, l'un toussant dans un mouchoir. Box 11, une silhouette isolée, immobile, gantée, pâle, inexpressive. Poirot se concentra. Là, sur le revers, un fleur-de-lys inversé. Il murmura « Voilà notre ombre ». Acte 2. Une scène sans scénario. Ils ne se sont pas approchés. Ils n'en avaient là pas besoin. Quelques instants plus tard, un ouvreur de théâtre, jeune, aux joues rouges, est arrivé portant un boîtier en argent. À l'intérieur, une carte, une clé et un carré de velours rouge. Poirot a soulevé la carte en premier. « Tu vois clair, Hercule, mais peux-tu agir ? Si vous voulez connaître la vérité, venez à l'hôtel Brion à minuit. Chambre 407.
Seul. Hastings commença à protester, mais Poirot le fit taire d'un regard. « Il faut aborder la fin avec élégance, mon ami. Pas de public, pas d'orchestre. Juste une dernière question. » Acte 3. La pièce déverrouillée. À minuit précis, Poirot entra dans la chambre 407 de l'hôtel Brion. L'éclairage était faible. Une seule lampe éclairait un bureau. L'homme assis là avait les cheveux blancs et des gants noirs. Ses yeux étaient enfoncés, mais alertes. Devant lui, 3 objets, une échiquier, un enveloppe scellée et un vieux machine à écrire avec des clés françaises. « Tu m'as trouvé, dit-il sans se lever. « Edgar Schillinger, dit doucement Poirot. « Ou ce qu'il en reste, répondit l'homme. Ce nom est désormais une relique, comme l'empire que j'ai servi, ou les causes auxquelles j'ai cru. Vous avez orchestré la disparition de Delacroix. Oui. Vous avez financé le silence de Valette. Oui. Vous avez effrayé Madame Fournier et l'avez réduite au secret. Elle connaissait le prix de la déloyauté. » Poirot s'avança. « Et maintenant ?» L'homme sourit faiblement. « Je voulais simplement savoir si vous étiez aussi brillant qu'on le disait. » Il fit glisser l'enveloppe sur la table. Poirot l'ouvrit. À l'intérieur, une confession écrite complète, dactylographiée, datée, signée et tamponnée de l'ancien sceau du ministère des Biens culturels. « Je suis mourant, monsieur Poirot, dit Schillinger. Mon corps est fragile, mais ma réputation, elle, perdure. Vous pouvez détruire la mienne, si vous le souhaitez. » Poirot soutint son regard d'un air neutre. « Non, monsieur, je ne le détruirai pas. Je le ferai pour exposer puis laisser-le disparaître, dans la lumière. » Une pause. Schillinger se pencha en arrière. « Vous êtes un homme élégant. Je respecte cela. Vous m'avez surpassé. » Poirot prit l'enveloppe, s'inclina légèrement et se retourna. Juste avant de partir, il dit sans se retourner « Tu avais tort, tu sais. » « Oh, tu n'étais pas celui qui se cachait derrière le rideau. Tu étais le rideau lui-même, masquant la véritable performance. » Et puis il est parti. Épilogue. Une ville qui oublie, un esprit qui n'oublie jamais. 3 semaines plus tard, un article discret est paru dans Le Figaro. Décès à Paris d'un conseiller culturel autrichien reclus. Des allégations concernant des scandales politiques d'après-guerre font surface. C'était bref, muet, volontairement vague. Mais Poirot le lut avec une satisfaction tranquille. La justice n'avait pas tonné. Il avait murmuré. Et parfois, c'était plus fort. De retour à Londres, Hastings remit un paquet à Poirot. À l'intérieur, une embrasse de rideaux, velours rouge, et une dernière carte. « Vous avez peut-être tiré le rideau, Poirot, mais la scène appartient au public. » E.T. Poirot sourit. « Laisse-le avoir le dernier mot, Hastings. C'est tout ce qu'un méchant a au final. » Il a placé la carte dans ses dossiers, sous l'étiquette « Résolu », avec des réserves. Chapitre 13. Le miroir dans le cadre. Le brouillard automnal londonien s'épaississait sur Whitehaven Mansion lorsqu'Hercule Poirot reçut un colis. Il arrive sans tambour ni trompette, pas de cachet de cire, pas de mots cryptiques, seulement son nom en lettres majuscules au recto et un cachet de la poste viennoise au verso. À l'intérieur se trouvait un miroir, petit, ovale, antique, le genre qu'on pourrait placer sur une coiffeuse, à côté de flacons de parfum défraîchis et d'espoir perdu. Sur son bord argenté, une inscription en latin à peine lisible courait. « Le miroir de l'esprit ne ment pas. Le miroir de l'esprit ne ment pas. » Hastings se tenait à côté de lui, observant l'objet comme s'il allait exploser. « Cela vient de Vienne, n'est-ce pas ?» demanda-t-il avec méfiance. Les yeux de Poirot se plissèrent. « Oui. Et il n'y a pas de note ?»« Aucun. » Il a tenu le miroir devant la lumière. Cela le reflétait, naturellement. Mais derrière sa propre image, très faible, une distorsion. Il l'a incliné. Non, ce n'est pas une distorsion, photographiée cachée, derrière la vitre. Très prudemment, Poirot ouvrit l'arrière, et voilà, une image sépia,
replié 3 fois. Encore 3 hommes, mais pas les 3 mêmes. L'un d'eux était von Kelstein. L'un d'entre eux était Edgar Schillinger. Le troisième, Poirot's face darkened. Non, c'est pas possible. Hastings se pencha. Qui est-ce? Poirot ne parle pas. Il posa simplement la photo sur la table et désigna la troisième silhouette, plus petite, bien habillée, presque oubliée parmi les diplomates imposants, et en dessous, écrit à la main, CF. Hastings lut les initiales à voix haute. CF? Qui est-ce? Les doigts de Poirot tremblaient légèrement. Clément Fournier. Fournier? Mais, attendez, le mari de Madame Fournier? Poirot hocha lentement la tête. Oui, le diplomate. Celui dont on nous a dit qu'il était mort à l'étranger, et discrètement. Il se tourna vers la fenêtre. La pluie frappait la vitre comme une invitée insistante. Mais que se passerait-il s'il n'était jamais mort? Rue des Fleurs, Paris, 2 days later. Le numéro 17 était à nouveau vide, le domaine étant encore en cours de transition juridique. André Morin était parti vivre dans le sud pour la saison, préférant la paix à Aix aux fantômes de Paris. Mais Poirot avait la clé. Le bureau était intact. La grille du feu était froide. Pourtant, quelque chose dans la pièce semblait maintenant mise en scène, comme si elle avait été agencée pour paraître naturelle. Poirot ouvrit un tiroir du bureau de Madame Fournier. À l'intérieur, une enveloppe jaunie par le temps. Non ouverte. Elle s'adressait simplement à « Pour André ». À lire seulement si Clément revient. Poirot l'ouvrit. « Mon chéri André, si vous lisez ceci, c'est que le mensonge que j'ai enterré avec Clément a retrouvé son chemin. Il n'était pas celui que le monde croyait. Il œuvrait dans plus d'ombre que je ne peux en nommer. Lorsqu'il a disparu, j'ai dit qu'il était mort. Et je le pensais vraiment, car l'homme qui était revenu du Caire n'était pas celui que j'avais épousé. Je le craignais. Je craignais ce qu'il portait. S'il revient, ne le laissez pas parler. Ne le laissez pas rester. Brûlez ceci et oubliez ce qu'il était. » Elle, Poirot, plia lentement la lettre. « Ce n'était pas que des secrets, » murmura-t-il. « C'était une résurrection. » Cette nuit-là, de retour à son hôtel, Poirot plaça le miroir sur la commode et le regarda une fois de plus. Cette fois, dans le reflet, la pièce derrière lui n'était pas tout à fait la même. Un tableau, absent du vrai mur, est apparu dans le miroir. C'était le portrait d'un homme en uniforme diplomatique, et dans le coin inférieur écrit en rouge « Je suis toujours dans le cadre ». Poirot se retourna rapidement. Rien. Pas de peinture. Aucune signature. Pas d'ombre. Mais le message était clair.